Jane Street. Jane Street. Jane Street story. Jane Street is accused of manipulating the markets. Cette entreprise, ici à Wall Street, avec des bureaux incroyables et sûrement le plus gros hedge funds que le monde ait jamais connu. À tel point qu'il y a quelques années, ce hedge funds a été banni de places boursières comme celle de l'Inde, notamment pour avoir manipulé le marché et récupéré 4,3 milliards de dollars aux petits investisseurs. Mais plus qu'un simple hedge funds, Jane Street est une entreprise légendaire qui, en partant d'un petit bureau, arrive aujourd'hui à impacter et manipuler les marchés comme le feraient les banques les plus connues. Alors, comment 4 geeks, partant de ce petit bureau, ont-ils pu créer le hedge funds le plus puissant du monde ? Quelle stratégie de trading ont-ils utilisé pour avoir des bureaux de trading partout dans le monde ? Mais surtout, derrière cette ascension spectaculaire se cache une part d'ombre. À quel point sont-ils responsables de manipulation sur le marché et comment font-ils pour impacter le prix de la bourse à leur avantage ? Elles traitent l'équivalent du PIB de la France chaque mois, contrôlent 41% du marché mondial des ETF, 20,5 milliards de dollars de revenus en 2024. Laissez-moi vous conter l'histoire extraordinaire du fonds d'investissement Jane Street. On est en 1999, New York Financial District, le plus grand quartier de la finance. Et tout commence dans ce bureau, où 4 hommes s'installent avec à peine 4 écrans d'ordinateur et une simple machine à café. Pour le moment, ils ne ressemblent pas à ce que tu penses. Quand tu penses à Wall Street, ils n'ont pas de costume à 50 000 euros ni de grosses montres. Mais ils viennent tous du même endroit. Une entreprise qui s'appelle Susquehanna International Group, basée en Philadelphie. Une société de trading quantitatif ultra discrète, mais qui fait des milliards de dollars chaque mois. Tous les traders à l'intérieur apprennent des modèles mathématiques secrets que seule une petite poignée de personnes maîtrisent vraiment sur Terre. À tel point, dites-vous que chaque employé, lorsqu'il rejoint cette entreprise, doit signer ce qu'on appelle un NDA, un contrat qui permet d'éviter la fuite de leurs données et de leur stratégie de trading. Et nos 4 fondateurs en sont les meilleurs traders. Tim Reynolds, c'est le cerveau, spécialiste des produits dérivés, formé à Cornell. Robert Graneri, c'est l'ombre. Discret, méthodique, il est impossible à cerner. Mark Gerstein, c'est l'ingénieur. Ancien employé d'IBM, une boîte qui a construit le système derrière toute la finance mondiale. Le seul qui n'est pas trader. Et enfin, Michael Jenkins, qui a à peu près le même profil que Tim. Sauf qu'un jour, ces 4 décident que le fonds d'investissement Susquehanna ne va pas assez loin de leur système de trading. Alors, ils décident de tout plaquer pour créer Jane Street. Mais rappelez-vous des documents signés là-haut. Naturellement, leur ancien hedge funds les attaque immédiatement en justice pour avoir emporté des informations propriétaires en partant. La toute première chose que Jane Street fait donc dans son petit bureau avec ses 4 écrans, c'est un procès. Mais c'est pas très grave, parce que en parallèle, pour sortir de ces bureaux miteux, ils commencent à créer leur première stratégie de trading. Sauf que Jane Street a une particularité, c'est qu'elle ne trade pas comme tout le monde. Et ça, depuis le début. La plupart des traders et investisseurs font un pari. Ils pensent qu'une action va monter ou baisser, et ils misent dessus. Sauf que Jane Street s'en fout complètement de savoir si ça va monter ou baisser. Ce qu'elle fait, elle, c'est ce qu'on appelle du market making. Pour te faire comprendre le concept, imagine-toi à un marché aux poissons. Au milieu, il y a un poissonnier et son rôle, lui, c'est pas de parier sur lesquels le poisson se vendra le mieux demain. Son rôle, c'est d'être là, toujours des deux côtés et faire du business. Il va acheter son poisson au pêcheur et il le revend au client. Lui, ce qu'il va gagner, c'est la différence entre les deux prix. Quelques centimes par transaction. Maintenant, imagine-toi répéter ça des millions de fois par jour. Ça devient des milliards. Et c'est ça le market making. Pour Jane Street, le premier terrain de jeu sont les ADR. En fait, un ADR, c'est un certificat qui permet à un Américain d'acheter des obligations de sociétés étrangères sur les marchés américains, sans avoir besoin de passer par la bourse de Tokyo ou de Paris. En théorie, donc, le prix d'un ADR devrait être complètement identique à celui de l'action originale. Mais en pratique, avec les décalages horaires, les fluctuations de change, les délais d'information, le prix entre les deux a toujours un micro-écart. Jane Street va exploiter donc ce micro-écart, acheter d'un côté et revendre immédiatement de l'autre pour empocher la différence. Et ça, des milliers de fois par jour. C'est ce qu'on appelle faire de l'arbitrage. Dans ce même petit bureau, sans logo, quelque chose change rapidement. Les 4 chaises sont toujours là, mais rapidement autour d'elles, des serveurs arrivent. Pas 1, pas 2, des racks entiers. La pièce se remplit de machines, de câbles, de ventilateurs qui tournent en permanence. Parce que Jane Street comprend dès 1999 quelque chose que la plupart des sociétés mettront des années à réaliser. Dans ce jeu qui est le trading, l'avantage ne se mesure pas en secondes, il se mesure en microsecondes. Plus tu es rapide avec tes stratégies d'arbitrage, plus tu gagnes d'argent. Les décisions ne sont même pas prises par des humains, ce sont des algorithmes capables d'analyser des millions de données et d'exécuter des trades plus vite que ton cerveau peut comprendre ce qui se passe. À cette époque, les firmes de trading dépensaient des centaines de milliers de dollars juste pour être quelques microsecondes plus rapides que leurs autres concurrents. Et Jane Street est dans cette course dès le premier jour. De plus, il y a un détail que presque personne ne connaît dans l'écosystème de Jane Street. Jane Street, pour coder toutes ses stratégies de trading, ne va pas utiliser du Python, ni du Java, ni même un langage classique que tous les traders connaissent. Ils utilisent Ocalm, un langage de code extrêmement rare,
très difficile à maîtriser, mais redoutablement efficace pour les calculs mathématiques complexes en haute fréquence. Résultat, très peu de gens au monde peuvent comprendre leur système de trading. Et si personne ne peut comprendre des systèmes, personne ne peut te copier. À l'inverse de l'ancien hedge funds où ils étaient à leur début. Sauf que des serveurs sans les bonnes personnes, ça vaut rien. Très vite donc, les 4 fondateurs doivent employer plus de personnes. Sauf qu'un trader, c'est quelque chose qui coûte très cher. Et surtout, ils se rendent compte qu'ils n'en ont même pas besoin. Alors Jane Street fait quelque chose de complètement fou. Elle décide de recruter des personnes qui pensent différemment du reste du monde. Elle recrute pas les meilleurs traders, ni même les meilleurs banquiers, mais elle recrute des mathématiciens, des physiciens, des joueurs de poker professionnels et des champions d'échecs. Des dizaines de milliers de candidatures par an, pour uniquement quelques centaines de places. Dites-vous qu'il y a moins de 1% qui arrivent à passer toutes les étapes. On a un petit peu enquêté sur comment ils font pour passer leur entretien, et lorsque tu postules, tu dois pas donner de CV, tu dois résoudre un puzzle. C'est uniquement de la logique, il n'y a pas de calculatrice, c'est juste une feuille et un stylo. C'est tout. Et si tu résous ça, tu reçois une invitation pour le prochain entretien. Des fois, ça va jusqu'à 5 ou 6 entretiens dans une seule journée. Des heures de problèmes, de simulation de trading, de probabilité sous pression. Par contre, ceux qui réussissent entrent dans le futur hedge funds le plus puissant du monde. Et vous allez voir qu'ils vont être très bien récompensés. Parce que dites-vous que chez Jane Street, les stagiaires gagnent plus de 300 000 $ par an. C'est plus que le président de la République française et plus que le Premier ministre britannique. Plus que ce que gagne en un an 99% de la population mondiale. Une fois rentré dans ce hedge fund, il est quasiment impossible pour un employé d'y sortir. Pas qu'on les empêche, mais Jane Street fait quelque chose d'extrêmement intelligent et de très sombre. Elle construit une cage autour de leur entreprise. En commençant par l'argent. Tout le monde est rémunéré sur les profits collectifs du hedge fund. Si tu pars, tu perds donc tout. Ensuite, les accords légaux. Chaque employé signe un contrat de propriété intellectuelle, dont les clauses ne s'arrêtent pas quand tu quittes la société. Même après ton départ, tu es légalement interdit de parler des stratégies de Jane Street. Si tu acceptes donc un nouveau emploi dans la finance, tu dois absolument en informer Jane Street. Et Jane Street n'hésitera pas à t'attaquer en justice car tu pars avec leurs secrets. Mais vous allez voir que c'est que le début de cette cage. Parce que ce qu'ils vont faire quelques années après est encore pire. On est maintenant en 2003, donc à peu près 3 ans après la création. Jane Street décide d'arrêter les ADR, car trop concurrentiel et pas assez de marge. Elle pivote donc vers les ETF, Exchange Traded Funds. À l'époque, les ETF sont un produit que personne ne comprend vraiment. Les grandes banques n'y croient pas, les traders classiques les ignorent, et quand Jane Street commence à les trader, le marché entier ne pèse que 70 milliards de dollars. Aujourd'hui, il pèse 10 000 milliards. Un ETF, c'est un panier dans lequel tu mets plusieurs types d'actions. Par exemple, l'indice du CAC 40. Dedans, tu as les 40 plus grandes entreprises françaises, LVMH, Total, BNP Paribas. Et donc, au lieu d'acheter chaque action une par une, tu achètes une part de ce panier en un seul clic. Jane Street voit quelque chose que tout le monde rate. Elle comprend dès 2003 que ce produit va démocratiser l'accès au marché financier. Parce qu'un retraité en Floride, un étudiant à Paris, un fonds de pension à Norvège peut désormais avec les ETF investir partout dans le monde, même avec juste 50 $. Vu que tu achètes un panier d'actions, peu importe combien tu mets, ton ordre va être passé. Jane Street comprend direct, la demande va être massive. Mais pour que ce marché fonctionne, il faut quelqu'un de l'autre côté. Toujours là pour acheter quand tu veux vendre et vendre quand tu veux acheter. Jane Street a décidé que ce quelqu'un, c'est eux. C'est ce qu'on appelle les market makers. Et pour la première fois, le bureau sans fenêtre ne suffit plus. Londres, Devonshire Square, en plein cœur du Financial District londonien. Ici, à 2 pas de la Banque d'Angleterre. Réglementation différente, fiscalité différente et le fuseau horaire parfait pour couvrir les marchés européens pendant que New York dort. Quelques étages loués ici dans cet immeuble. Une adresse discrète dans une cour intérieure de la City de Londres. C'est le premier bureau de Jane Street en dehors de New York. Le premier point hors de la ville d'origine. Et pourtant, le timing était mauvais. Actualité ce soir, la tempête sur les marchés financiers. La crise se propage à l'économie réelle dans tous les pays. Collapse of Lehman Brothers triggered turmoil in markets around the globe. En septembre 2008, Lehman Brothers dépose le bilan. 158 ans d'histoire, 25 000 employés, évaporés en même pas quelques jours. Des millions de familles perdent leur économie, leur maison, leur retraite. C'est la pire crise financière jamais connue. Et dans le bureau de Jane Street, les machines ne s'arrêtent pas. Elles accélèrent. Car oui, tu te souviens du poissonnier. Eh bien, il se trouve que plus le marché panique, plus les écarts de prix s'élargissent, plus la machine tourne. Et pendant la crise, le volume des ETF tradés explose. Tout le monde veut sortir vite. Mais qui est déjà là? Au cœur de ce marché des ETF depuis 2003, Jane Street. Le malheur des uns fait littéralement le bonheur des autres. De plus, après 2008, les grandes banques reculent sous la pression des régulateurs. Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan reçoivent des amendes colossales et maintenant sont obligés de justifier chacun de leurs trades. Ce qui fait qu'elles s'éloignent des ETF
Et donc, à chaque fois qu'une banque se retire du marché, Jane Street prend sa place. En 2009, leurs profits explosent. Les chiffres exacts restent secrets, parce que Jane Street ne publie rien, comme toujours. Mais voilà ce qu'on peut estimer. En 2009, Jane Street comptait environ 150 à 200 employés. Et en 2020, avec 4 à 5 fois plus de personnel, ils ont fait 8,4 sur le seul premier trimestre. Avec les proportions, on estimerait que sur 2009, ils tournaient déjà à plusieurs centaines de millions de dollars par trimestre. Mais ce chiffre est probablement même en dessous de la réalité. Parce que 2009, c'est l'année parfaite pour les market makers. Vu que les marchés paniquent, les écarts de prix ont explosé. Les volumes sont records, tout le monde veut vendre et personne ne veut acheter. Sauf Jane Street, parce qu'elle est là des deux côtés. Tout le temps, elle empoche la différence sur chacune des transactions. Malgré la crise de 2008 et la catastrophe dans le monde entier, pour Jane Street, c'était probablement la meilleure année de leur histoire depuis leur début. Et les bureaux sans fenêtres explosent avec eux. Ils déménagent à One New York Plaza, un immeuble de 50 étages dans le Financial District, avec une vue directe sur l'East River. Environ 60 000 pieds carrés, 10 fois plus grand que leur première pièce sans lumière. Loyer estimé à environ 190 000 $ par mois. Plus de murs qui se touchent, plus de ventilateurs qui couvrent les voies, mais déjà, ça ne suffira plus longtemps. Entre 2008 et 2015, la Chine est devenue l'usine du monde. Tu veux fabriquer un iPhone, tu passes par la Chine. Des panneaux solaires, Chine. Des vêtements, des médicaments, des batteries, Chine, Chine, Chine. À un moment, 40% de tout ce qui était fabriqué sur la planète sort de ces usines. En 2010, la Chine dépasse le Japon et devient la deuxième économie mondiale. Des centaines de millions de personnes sortent de la pauvreté et commencent à investir. Et Jane Street plante ses 2 prochains bureaux, ici en Asie, pour continuer de gérer ce market making sur ETF. Un premier à Hong Kong, la porte d'entrée sur la Chine continentale. Tout l'argent qui entre et sort de la Chine passe par là, un endroit où la transparence n'est pas la priorité numéro 1. Un bureau au 10e étage de Chater House, en plein cœur du quartier central, le Manhattan de Hong Kong, vue sur le port Victoria. Singapour, le hub financier de l'Asie du Sud-Est. Malaisie, Indonésie, Thaïlande, Vietnam, Philippines, des marchés encore jeunes, peu régulés. Mais avec Hong Kong au nord et Singapour au sud, Jane Street couvre toute l'Asie, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. À Singapour, elle ouvre dans ce bâtiment, l'Ocean Financial Center, au 4e étage, son bureau. En 2012, Tim Reynolds pose son dernier trade. 12 ans en fauteuil roulant dans ses bureaux, il arrête le trading et part construire des écoles d'art gratuites pour des enfants pauvres en République dominicaine, en Thaïlande et au Sri Lanka. Petit à petit, les fondeurs sortent, et Granary est maintenant le seul. Les 3 hommes avec qui il avait tout construit sont partis. Aucune aide extérieure, aucun associé. Il aurait peut-être dû s'arrêter lui aussi, mais il décide de ne pas le faire et de continuer. Et c'est là que tout bascule. En 2013, un jeune diplômé du MIT frappe à la porte de Jane Street. Il s'appelle Sam Bankman-Fried, un jeune avec des cheveux en bataille et un t-shirt froissé. C'est Robert Granary qui le recrute en personne. Et il lui apprend tout. L'arbitrage, les stratégies quantitatives, comment se positionner avant que tout le monde arrive. Et puis, il part de Jane Street pour créer un monstre qui va devenir FTX, un des plus gros exchanges crypto, mais qui en 2022 va vivre le plus grand scandale du marché des cryptos. Why would you do this? He's in big trouble. He's in big trouble. 8 milliards de dollars sont évaporés, des millions de victimes et Sam Bankman est condamné à 25 ans de prison. Officiellement, aucune charge n'a jamais été retenue contre Jane Street dans l'affaire FTX, mais le Financial Times l'écrira noir sur blanc. Avoir Jane Street sur son CV était une pièce centrale du pitch de Sam Bankman auprès des investisseurs. Et franchement, la question se pose, qu'est-ce qu'on apprend dans cette société pour en ressortir capable de construire un empire aussi gros ? En 2014, Jane Street quitte One New York Plaza et signe le bail le plus ambitieux de son histoire. 250 Vesey Street, une tour de 34 étages et 150 mètres de hauteur coincée entre le World Trade Center et l'Hudson River. Vue sur la Statue de la Liberté d'un côté, vue sur le World Trade Center de l'autre. Jane Street prend 3 étages, le 4e partiellement, le 5e et le 6e en entier pour un total de 114 000 pieds carrés. Et immédiatement, ils font abattre la dalle entre les 2 niveaux pour créer un trading floor à double hauteur de 40 000 pieds. Un seul espace ouvert, sans cloison, sans plafond intermédiaire. Aussi grand que 5 terrains de basket superposés pour que les algorithmes et les humains qui les pilotent travaillent dans le même espace, sans aucun mur entre eux. À Londres, la même année, ils prennent 145 000 pieds à Devonshire Square, du rez-de-chaussée au 5e étage. Et pour vous dire, en 2022, ils rachètent ce même bâtiment au complet. 235 000 pieds carrés pour eux seuls. Le loyer estimé pour ces 2 immeubles réunis est à environ 1,3 million de dollars par mois. Rien que pour avoir un endroit pour poser leurs serveurs. Et cette expansion physique, c'est pas du hasard. C'est à ce moment précis que Jane Street change de dimension. Jusqu'ici, elle dominait des ETF d'actions. Maintenant, elle attaque un nouveau marché,
les obligations, les emprunts d'État, la dette d'entreprise. Un marché 10 fois plus grand que celui des actions, qui n'avait à l'époque jamais été digitalisé. Et Jane Street, comme à son habitude, vient se positionner là où il faut, au bon moment, pour engrainer un maximum de profit. En 2016, le Royaume-Uni vote pour quitter l'Union européenne. Les sociétés basées à Londres perdent leur accès automatique au marché européen. C'est la panique générale dans la finance. Jane Street, elle, sait exactement ce qu'elle veut. Elle part à Amsterdam. Vous vous demandez pourquoi Amsterdam et pas Paris, Francfort ou Madrid? Parce que Amsterdam, c'est Euronext, une des plus grandes bourses d'Europe continentale. Des centaines de milliards d'euros d'ETF échangés chaque jour. Une réglementation financière parmi les plus souples d'Europe. Et c'est ici qu'il faut comprendre quelque chose. Jane Street n'ouvre pas un bureau pour avoir une présence internationale. Elle ouvre des bureaux parce que chaque nouvelle place financière couvre des marchés supplémentaires, sur lesquels elle peut être le poissonnier. Et plus elle est présente partout, plus elle capte de volume, plus les profits s'accumulent. Il ne change jamais de modèle, il s'étend juste. Résultat, il réalise 17% de toute l'activité secondaire sur les ETF en Europe. Et ils se prennent un nouveau bureau au 19e étage de la WTC Tower 10, la tour qui surplombe le quartier financier d'Amsterdam face aux UDAS, le Manhattan néerlandais. 5e point sur la carte. Pendant toutes ces années et années suivantes, Jane Street a fait quelque chose de légal. Du market making, quelque chose de brillant, du génie technologique, du recrutement d'élite, et ça les a rendus très riches. Mais voilà le truc avec les entreprises qui deviennent trop grandes, trop rapides et trop puissantes. À un moment, les règles qu'elles ont elles-mêmes contribué à construire commencent à les gêner. Alors, elles font un choix qui impacte des millions de vies. Jane Street a eu ce moment. La première fois qu'on en aperçoit la trace, c'est dans un groupe Telegram privé. Quelques messages, quelques secondes. Et l'inimaginable est arrivé. Et c'est vrai, pendant longtemps Jane Street a joué dans les règles en apparence. Mais d'abord, il faut comprendre ce qui se passe en 2020, parce que c'est là que tout change d'échelle. On est en mars 2020, pandémie mondiale. La Fed abaisse les taux à 0,25%. Elle rachète 80 milliards de bons du trésor et 40 milliards de titres immobiliers par mois. En 2 ans, son bilan double, de 4,2 à 8,2 milliards de dollars. Et les particuliers se mettent à trader massivement. En 4 mois seulement, de janvier à avril 2020, Robinhood enregistre 3 millions de nouveaux utilisateurs. Avant la fin de l'année, 13 millions. En 2021, 22,5 millions. Et ce que personne ne réalise, c'est qu'à chaque fois que ces millions de gens cliquent pour acheter et vendre sur n'importe quel broker, leur ordre ne passe pas directement par la bourse. Il passe d'abord par Jane Street. La plupart des brokers, en fait, vont vendre leur ordre à des market makers. Et Jane Street est l'un des principaux acheteurs. En 2025, elle traite 18% de tous les ordres de Robinhood et payait 76 millions de dollars par an pour ce privilège. Pourquoi payer pour ça? Parce que chaque ordre d'un investisseur est prévisible, facile à exploiter. Et Jane Street gagne la différence entre le prix d'achat et le prix de vente des fractions. Alors oui, c'est des fractions de centimes, mais multiplié par des millions de transactions par jour, c'est colossal. Plus il y a donc de traders, plus il y a de volume, plus la machine tourne. La pandémie n'a pas juste enrichi Jane Street malgré les autres, elle a enrichi grâce aux autres. Et les bureaux changent encore une fois avec les profits. De 114 000 pieds carrés en 2014, Jane Street passe à 600 000 à Chicago. Un nouveau bureau qui s'ouvre. Là, carrément, c'est même plus des bureaux, c'est des quartiers généraux. Et dans ces immeubles, ce que Jane Street a construit ne ressemble plus à une firme de trading. Dans chaque bureau, dans chaque ville, un cabinet médical avec un médecin est disponible en permanence. Une salle de kinésithérapie, une salle de sport professionnelle complète. Des cuisines dignes de restaurants gastronomiques. Petit déjeuner servi tous les matins. Snacks disponibles toute la journée. Bar à café. Des salles de repos. Des bibliothèques. Des salles de classe et des auditoriums. Des tables de ping-pong, de billard, du baby-foot et des échecs. Et surtout, une salle complète avec des tables de poker. Parce que pour Jane Street, le poker c'est pas un jeu, c'est un outil de formation. Après la fermeture des marchés, des parties de poker d'échecs et de bridge s'organisent régulièrement. L'ancien champion du monde d'échecs, Garry Kasparov, la meilleure joueuse d'échecs mondiale, Judith Polgar, et le triple champion des World Series of Poker, David Slansky, sont même venus comme conférenciers directement dans leur bureau pour faire des parties d'échecs avec leurs traders. Parce que Jane Street a compris quelque chose que la plupart des entreprises n'ont jamais compris. Le vrai risque, c'est pas perdre de l'argent sur un trade. Le vrai risque, c'est de perdre les cerveaux qui font le trade. Un trader qui part de leur entreprise, c'est potentiellement des centaines de millions de profits annuels qui changent de camp. On l'a vu avec leur procès de départ. Alors pour Jane Street, c'est simple, elle a fait le calcul. Elle commence à dépenser des millions en gym, en cuisine gastronomique, en médecin, avec des personnes qui sont passionnantes pour leurs employés. Oui, c'est des dépenses, mais ce sont des dépenses qui leur coûtent infiniment moins cher que leurs employés partent, qui eux leur rapportent des milliards. C'est donc pas du confort, c'est de la rétention d'actifs. Et les employés qui bossent dans cette entreprise en sont les actifs. C'est dans ce contexte des profits records, des bureaux qui explosent, des millions de traders qui alimentent la machine, qu'arrivent les premières coïncidences troublantes. Et la première s'appelle Terra Luna.
Mai 2022, Terra Luna est l'une des plus grandes crypto-monnaies prometteuses du monde. Son stablecoin Terra USD ou UST est conçu pour valoir exactement $1 en permanence. C'est le 3e stablecoin le plus grand au monde, 100 milliards de dollars de capitalisation. Et Jane Street est partenaire de Terraform Labs depuis 2018, partenaire officiel de liquidité et de market making. Elle connaît le système de l'intérieur. Mai 2022, à 18h44, heure de New York, Terraform Labs fait quelque chose de discret mais très fourbe. Elle retire 150 millions de Terra USD de la plateforme sur laquelle la liquidité était décentralisée. Et ça, sans aucune annonce publique, sans communiquer, dans le silence total. Moins de 10 minutes plus tard, un wallet lié à Jane Street retire de nouveau 85 millions de Terra USD sur la même pool de liquidité. Avant que quiconque sache ce qui se passe, ce mouvement, selon la plainte des 83 pages déposées de la tribunal fédéral de Manhattan en février 2026, déclenche une panique en chaîne. Le Terra Luna perd son ancrage au dollar et leur crypto-monnaie s'effondre en 72 heures. Plus de 40 milliards de dollars s'évaporent. Des millions d'investisseurs particuliers perdent tout. Et Jane Street, elle, évite 200 millions de dollars de pertes potentielles juste avec ce petit mouvement fait avant. Mais comment Jane Street savait-elle? C'est là qu'intervient Brice Pratt. Brice Pratt, c'est un ancien stagiaire de Terraform Labs. Il rejoint ensuite Jane Street comme trader. Et selon la plainte déposée, il recrée le lien entre les deux entités via un groupe Telegram privé qui nomme lui-même Bryce Secrets. Ce canal, selon les procureurs, est le conduit par lequel des informations non publiques sur les plans de liquidité de Terraforms remontaient directement vers Jane Street. Le 9 mai 2022, 2 jours après la chute, Brice Pratt initie un message groupé avec le CEO de Terraform lui-même et d'autres membres de Jane Street. Après sa chute, Jane Street dira qu'elle n'y était pour rien. Le fondateur de Terra lui plaide coupable. Il est condamné à 15 ans de prison et à payer 4,47 milliards de dollars d'amende. Ce qu'on peut dire en tout cas avec certitude, c'est qu'une firme qui se présente comme un simple fournisseur de liquidités était un partenaire intime d'un système qui allait s'effondrer. Et dans les 10 minutes qui ont précédé l'effondrement, elle avait déjà bougé son capital. 10 minutes, c'est le temps qu'il faut pour Jane Street pour être du bon côté de la catastrophe. Ce qui est troublant, c'est que la même année, en 2022, Jane Street rachète un bâtiment entier à Devonshire Square à Londres. 235 000 pieds carrés pour eux seuls. Loyer estimé à environ 1,6 million de dollars. Un bâtiment entier dans la City de Londres, acheté l'année du crash de Terra Luna. Et la machine technologique explose en même temps. Des milliers de GPU H100 et de H200, les puces les plus puissantes du monde, à 30 000 dollars. 323 pétabits de stockage. Dis-toi, ton ordinateur lui fait entre 500 et 1000 gigabits. Jane Street en stocke 323 millions de fois plus. Depuis 2024, même leurs propres serveurs ne suffisent plus. Ils l'externalisent chez CoreWave, un des plus grands fournisseurs cloud au monde. Et c'est là que tu te rends compte qu'il y a une grosse différence depuis leur bureau en 1999. 40 milliards partis en fumée pour des millions d'investisseurs. Un bâtiment racheté. Des milliers de puces à 30 000 dollars. La machine n'a pas ralenti d'une seconde. Mais tout ça, Terra Luna, 42 milliards 72 heures, c'est presque petit comparé à ce qui va suivre. Parce que la prochaine fois, ce n'est plus la crypto confidentielle. C'est le marché des dérivés le plus grand de la planète. Et vous allez voir que les victimes de Jane Street ne sont pas des crypto enthousiastes. Ce sont des centaines de millions de personnes ordinaires. Tu savais qu'en Inde, pour chaque euro tradé sur le marché des actions, il y a plus de 400 euros tradés sur le marché dérivé. 400 pour 1. Nulle part ailleurs dans le monde, ce ratio existe. L'Inde est devenue le marché des options le plus grand de cette planète. Et derrière ce chiffre, il y a une réalité très concrète. Des centaines de millions de jeunes indiens, des étudiants, des employés, des petits salariés qui ont découvert le trading sur leur smartphone pendant le Covid. Sur 3 ans, le régulateur indien, la CBI, a calculé que les investisseurs particuliers indiens ont perdu collectivement 21,60 milliards de dollars sur les marchés dérivés. 91% des traders particuliers ont perdu de l'argent. Et parmi eux, 75% ont continué à trader malgré des pertes consécutives. Et pendant que ces millions de personnes perdaient leur économie, de l'autre côté du trade, quelqu'un a gagné. On sait très bien qui c'est. En novembre 2024, Alkesh Reddy, un jeune ingénieur de 24 ans, s'est jeté du haut de son immeuble après avoir perdu l'équivalent de 27 000 euros en trading d'options. Toutes ses économies parties en fumée. De l'autre côté, on a une société qui gagne 20 milliards par an. Et il n'est pas le seul. Dans toute l'Inde, des dizaines de cas similaires ont été documentés. Des familles entières, ruinées, des dettes impossibles à rembourser. Mais comment est-ce qu'on l'a su? Parce que Jane Street ne parle jamais. C'est Jane Street elle-même qui s'est trahie. En 2024, 2 de ses traders quittent la société pour rejoindre Millennium Hedge Funds, un concurrent. Jane Street les attaque immédiatement en justice pour vol de secret commercial. Et en attaquant, elle doit faire la chose qu'elle redoute le plus au monde. Elle doit parler. La stratégie qu'elle dévoile est supposément volée autour de l'indice du Bank Nifty, le plus grand indice des banques indiennes. Dedans, on peut voir des positions massives, coordonnées, sur le marché cash et dérivés simultanément. Le juge force Jane Street à préciser exactement ce qu'on appelle ses secrets commerciaux. Millennium comprend qu'il n'y a rien de secret. Jane Street vient de se pointer elle-même le projecteur sur son propre terrain de jeu. Mais il y a un élément que les médias n'ont pas vraiment creusé. Un homme a compilé les données, analysé les patterns de trading, préparé des présentations détaillées pour le CBI, montrant comment Jane Street opérait jour après jour sur le Bank Nifty.
Il s'appelle Mayank Bansal et un lanceur d'alerte l'a contacté. Il avait accepté de parler, de tout expliquer, de témoigner publiquement, et puis, comme par hasard, il s'est rétracté sans explication. L'homme qui avait toutes les données, les preuves, les patterns, a décidé de se taire. Et ça surprend personne. Pendant que l'enquête des régulateurs indiens progresse en coulisses, Jane Street signe en février 2025 le plus grand bail immobilier de l'année à Manhattan. L'expansion est tellement massive que Brookfield, le propriétaire, doit déménager de ses propres bureaux. La tour fait 1,8 million de pieds carrés. Jane Street en occupe la moitié. Le loyer estimé est à environ 4,7 millions de dollars par mois, rien que pour New York. Ajouté aux 1,6 de Londres, et à tout le reste, on commence à dépasser de plusieurs dizaines de millions chaque mois de loyer. Des millions d'Indiens qui sont ruinés. Un méga bail signé. La machine n'a pas ralenti d'une seconde. Et pendant ce temps, les chiffres continuent d'exploser. 20,5 milliards de dollars de revenus nets estimés en 2024. Presque le double de l'année précédente, qui était de seulement 13 milliards pour un bénéfice record absolu. Pour comparaison, des grosses banques comme Citigroup cette année-là avaient juste fait 12,7 milliards. Bank of America, c'est 14,7 milliards. Des banques que tout le monde connaît. Et Jane Street les dépasse tous, avec 3000 personnes. Un revenu moyen estimé à 1,39 million de dollars par an, 4 fois le revenu moyen par tête chez Goldman Sachs. Juillet 2025, le régulateur indien publie un ordre d'urgence de 105 pages. Un schéma simple. Une entité de Jane Street achète massivement des actions bancaires à l'ouverture et fait monter artificiellement le Bank Nifty. Pendant ce temps, une autre entité de Jane Street parie sur sa baisse. Puis elle vend. L'indice s'effondre et Jane Street encaisse. Elle fait donc monter le marché avec une main, puis le vend directement avec une autre. Et de l'autre côté, des millions de petits investisseurs qui perdent tout. Jane Street appelle ça de l'arbitrage, mais la CB appelle ça de la manipulation. Les chiffres sont ahurissants. Entre 2023 et 2025, 4,3 milliards de dollars de profits ont été faits uniquement en Inde. Malgré tout, ils se prennent une sanction. Le régulateur les attrape et leur met une sanction de 567 millions gelés. Mais dites-vous, c'est uniquement 13% des profits. Si tu voles 100 € et qu'on te demande de rendre 13 €, est-ce que tu t'arrêtes? Dans n'importe quelle autre industrie, on appelle ça une amende. Ici, on peut appeler ça un ticket d'entrée. Jane Street dépose les 567 millions et reprend le trading. Elle est trop grosse pour vraiment être arrêtée, à tel point que l'Inde a qu'une seule chose à faire, bannir Jane Street de ses marchés financiers. C'est pas terminé. 2026 commence un nouveau scandale. Cette fois, c'est sur le Bitcoin. Depuis plusieurs mois, des traders remarquent une pattern. Tous les jours, à 10h pile, de New York, le prix du Bitcoin chute. Régulièrement, systématiquement, comme une horloge. Pourquoi 10 heures? Parce que c'est l'ouverture du marché américain. Donc on a un marché qui est moins liquide, qui peut se déplacer plus facilement. Imaginez-vous un camion benne. Le matin, vu que tout le monde se réveille, il n'y a rien dans la benne. C'est beaucoup plus facile de le déplacer. Mais au fil de la journée, la benne commence à se remplir. En fin de journée, c'est 10 fois plus dur. Eh bien, c'est la même chose sur les marchés. Un marché trop liquide est dur à faire bouger. Alors que le matin, lorsque tout le monde se réveille et que personne n'est encore en position, c'est un jeu d'enfant. Les forums s'enflamment. Le compte MilkRoadX parle de murmures persistants autour de ces desks institutionnels qui joueraient un modèle très spécifique et louche. Vendre massivement à l'ouverture des marchés américains pour déclencher des liquidations, puis racheter à des prix plus bas. MilkRoad précise lui-même que ce sont des rumeurs non vérifiées. Mais dès que le procès Terra Luna devient public fin février 2026, tout le monde pointe le même nom, Jane Street. Bull Theory a un internaute écrit « Depuis que le procès Jane Street est devenu public, la manipulation Deezer s'est arrêtée sur le Bitcoin. Le Bitcoin a pris 10%, soit 120 milliards de dollars en capitalisation. Les cofondateurs de Glassnode publient « Le procès Jane Street devient public et miraculeusement, le dump qu'on avait à Deezer a disparu. » Et d'ailleurs, la théorie elle est simple. Jane Street est un autorisé de participant des ETF sur le Bitcoin. Elle détient pour 680 millions de dollars des parts du fonds IBIT de BlackRock. Et donc elle doit acheter du vrai Bitcoin pour créer des parts d'ETF. Elle a tout intérêt à l'acheter au prix le plus bas possible. Et donc, si elle utilisait sa position de market maker pour faire bouger le marché, avant d'en acheter massivement. C'est un système très simple qui peut lui rapporter des millions. Parce que lorsque le marché ouvre, faire chuter le Bitcoin entraîne ce qu'on appelle des cascades de liquidation. Vu que le cours baisse, des traders prennent peur, clôturent leur position, faisant encore plus chuter le prix. Et vu que le prix chute encore plus, des stop loss sont touchés, ce qui fait encore plus chuter le prix. Et eux, ils ont juste à initier le début du mouvement, puis laisser faire le reste. Une fois que le cours est assez bas, ils peuvent de nouveau acheter, et achètent à un prix plus intéressant. Résultat, ils se retrouvent avec deux trades gagnants. Le premier, leur vente initiale. Le second, l'achat qu'ils prennent 1% plus bas que habituellement. Et ça répété tous les jours, avec 800 millions de dollars, je vous laisse imaginer pourquoi ils ont déménagé rapidement de bureau. Un laboratoire de recherche a analysé 606 513 minutes de données Bitcoin entre janvier 2025 et février 2026. Conclusion, le rendement à 10 heures était dans le top 25% des meilleures minutes de la journée. Pas le signal d'une manipulation systématique, mais quand une société a déjà été sanctionnée pour avoir fait exactement ce genre de manipulation en Inde, faire monter avec une main, encaisser la baisse avec l'autre, il devient très difficile de dire aux gens que non, ici c'est différent. On n'a pas de fumée sans feu. Et c'est justement ce qui rend Jane Street si fascinante et si troublante à la fois. Je vous laisse maintenant imaginer ce qu'on ne sait pas
et tout ce qu'ils font dans leur bureau. Les manipulations tous les jours qu'ils réalisent dont personne ne sera jamais au courant. Alors voilà, 4 mecs dans un bureau sans logo à New York en 1999. Aujourd'hui, une infrastructure mondiale dans 45 pays, 20,5 milliards de dollars de revenus en 2024. La société de trading la plus lucrative que le monde ait jamais connue. Mais le plus important que vous devez retenir, c'est que Jane Street, c'est pas un cas isolé. C'est juste le cas le plus visible. Parce que si tu prends juste 2 minutes pour regarder l'histoire des marchés financiers, tu vas voir que ce genre de choses, ça arrive tout le temps. La Deutsche Bank, UBS, JP Morgan, Citigroup, Barclays. Au total, plus de 10 milliards de dollars d'amendes ont été infligées par les régulateurs à ces banques. Rien que sur les scandales de manipulation. Et ça, c'est uniquement, encore une fois, ce qui a été prouvé. Ce qu'on est au courant. C'est pas une théorie, c'est quelque chose de documenté. Alors maintenant, je vous laisse imaginer tout ce qu'on ne sait pas. Ce que ces fonds d'investissement font cachés sous les régulateurs. Et c'est pourquoi moi je sais absolument qu'il faut trader comme eux. Si vous voulez avoir un avantage sur les marchés financiers, vous devez réussir à comprendre leurs manipulations. Et c'est qu'en comprenant leurs manipulations que vous allez pouvoir faire partie des gagnants. Alors attention, je vous dis pas qu'il existe une stratégie pour savoir exactement ce qu'ils font, mais ces hedge funds vont systématiquement laisser des traces. Des petits patterns qui se répètent tout le temps sur le marché, sur lequel on sait qu'il se passe quelque chose. Et si vous voulez en savoir plus sur leur stratégie de trading, je vous invite à aller voir cette vidéo. Je vous ai fait une véritable masterclass qui vous explique exactement comment trader comme ces banques et ces fonds d'investissement. Et si vous voulez aller plus loin sur les marchés et me voir trader en direct tous les jours, cliquez sur le premier lien en bio. Dessus, vous verrez au quotidien toutes les positions que je prends. Sur ce, c'était Casper. Très bon trading à vous. Ciao, ciao.